vous a concocté une journée pour interroger les relations entre attractivité et territoire, les effets de l'attractivité sur les territoires, les questions de politique publique liées aux enjeux d'attractivité. Et pour peut-être rentrer dans le vif des projets, je vous propose de commencer par un pitch projet, on a appelé ça comme ça, avec Laurent Lély, qui s'intéresse à un projet, qui nous présentera son projet développé sur le plateau de Gergovie, intitulé « Mise en tourisme du plateau, révéler les invisibles pour enrichir le projet ». Donc Laurent, si tu peux me rejoindre. Bonjour, salut, il y a des places là-bas. Salut. Vous voulez t'asseoir ou rester debout? T'asseoir. Alors, Laurent, pour te dire un mot de présentation, tu es géographe avec une forte patte paysagère, si j'ai bien compris, et tu es actuellement directeur du campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand. Et tu coordonnes depuis une bonne année, une année et demie, un projet PopSu Territoire qui est très engagé sur le plateau de Gergovie, un espace, tu nous le diras, ô combien stratégique, et aux abords de la métropole de Clermont-Ferrand. Ce projet est joliment intitulé, avec un parti pris de révéler les invisibles, qui interroge la dynamique du territoire, ses questionnements, ses enjeux actuels dans un contexte périmétropolitain, et qui questionne en fait la mise en aménagement, la mise en tourisme d'un espace attractif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la jeunesse? Pourquoi vous êtes arrivé sur ce territoire? On aura quelques photos qui tourneront derrière la présentation de Laurent pour mettre un peu de corps dans ce propos. Merci Hélène, bonjour à toutes et tous. Alors qu'est-ce qui a généré ce projet qui, je dois dire, est le projet géographiquement le plus proche de mon lieu de travail que j'ai eu à gérer, puisqu'il est visuellement à 1,5 km à vol d'oiseau du campus AgroParisTech de Clermont. Et c'est un site à l'intérieur d'un territoire effectivement vraiment charnière entre Clermont-Ferrand, la densité de la ville dans cette plaine de Clermont-Ferrand, et puis dès qu'on passe le plateau, on se retrouve dans une ruralité. C'est un peu la caractéristique de la métropole de Clermont. Vous sortez de la ville et vous êtes tout de suite soit dans la chaîne des Puys, soit sur les buttes de Limagne, soit dans une campagne qui vous semble totalement en rupture paysagère avec la ville que vous venez de quitter il y a 5 minutes. Alors pourquoi ce projet? Pourquoi on a répondu à ce projet, à PopSu avec ce projet? Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on avait autour de ce plateau un espace finalement de conjonction de toutes les réflexions qui traversent aujourd'hui l'aménagement de cette métropole. Sur Gergovie, on a une mise en tourisme, dont je pourrais reparler, mais une mise en tourisme qui a le parti pris finalement de révéler la grande histoire de ce plateau-là, avec la célèbre bataille de Vercingétorix contre César, premier grand peuplement arverne qui s'installe sur ce plateau, et puis une histoire géologique assez extraordinaire, puisque on est sur une butte basaltique liée au volcanisme de la chaîne des Puys. Donc finalement, on a tous les éléments réunis pour associer l'histoire du temps long géologique et l'histoire du temps plus récent de la bataille des Gaules et de l'emblème national de la seule victoire des Gaulois contre les Romains qui se feront écraser un petit peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on s'est dit, mais voilà, il y a une mise en tourisme sur ce plateau-là qui est en train d'être prise en charge par l'État, par les collectivités territoriales. Il y a des signaux de rassemblement des intercommunalités et des structures touristiques pour essayer d'avoir une approche un peu globale de la gestion de ce site. Et en même temps, il y a des petits signaux sur le territoire qui montrent qu'on prend en compte un certain nombre de choses, on les prend en charge, l'archéologie, les panoramas, puisqu'on a un belvédère absolument génialissime sur toute la chaîne des Puys, sur la plaine de Limagne, le Césalier, le Sancy, donc vraiment tous les marqueurs identitaires touristiques du Puy-de-Dôme. Et puis en même temps, on se rend compte qu'il y a peut-être des oubliés, donc des invisibles de cette stratégie d'aménagement, puisque en grattant un petit peu les caractéristiques et les ressources un peu géographiques de ce plateau, on voit qu'il a
des marqueurs très très forts du point de vue de la biodiversité. Il y a des pelouses qui sont protégées du point de vue de certaines espèces d'orchidées. Il a une avifaune assez diversifiée, parce que sur le plateau, il n'y a pas que de l'herbe, il y a aussi des arbres, il y a des broussailles. C'est un espace finalement refuge de toute une communauté d'oiseaux, de serpents. Et puis il y a des usages. Il y a des usages des habitants. C'est un peu le parc urbain des Clermontois, sans que ça n'ait véritablement la physionomie d'un parc. On est plutôt sur une pelouse à 700 et quelques mètres d'altitude, sur 70 hectares, qui déclive de la chaîne des Puys vers la plaine de Limagne. Et vous avez finalement un espace extrêmement utilisé par les habitants de la ville de Clermont et puis toutes les communes qui environnent le plateau. L'intercommunalité, c'est 40 000 habitants. Mont-d'Arverne, les communes qui ont une partie du plateau sur leur périmètre communal, ça représente à peu près 15 000, 20 000 personnes. Ce qui n'est pas rien. Et puis après, le bassin d'attraction de ce plateau-là, c'est effectivement toute la métropole. Donc il y a un peu deux partis pris dans votre recherche, révéler les invisibles, les usages et le vivant, si je ne me trompe pas, et enrichir le projet. Et pour ça, et c'est je pense un des marqueurs importants des projets Pop du Territoire, vous déployez des méthodes vraiment au croisement des acteurs, des élus et de la recherche pour faire collectif en fait autour du projet du plateau de Gergovie. Et alors, comment on fait en fait pour révéler des invisibles et c'est quoi la méthode, comment ça marche et qu'est-ce que ça donne en fait? Ouais, en fait, d'abord il a fallu qu'on embarque la collectivité. Donc la commune avec laquelle on a répondu, c'est la Roche Blanche, qui est en fait la commune qui a l'intégralité du périmètre du plateau sur son périmètre communal. Et quand on est allé voir Monsieur le maire en lui disant on veut révéler les invisibles, il nous a quand même regardé un peu curieusement. Et donc on lui a dit, mais en fait, ce qu'on veut faire avec vous, c'est donner une forme d'importance aux usages que ont tous vos concitoyens sur la commune, qu'on puisse les prendre en compte dans la capacité de construire un aménagement touristique qui conserve la capacité d'avoir un usage récréatif, un usage quotidien des habitants. On s'est rendu compte en fait qu'un certain nombre d'éléments du projet ne prenaient pas en considération la manière dont les habitants vivaient cet espace-là, et il y avait très peu de renseignements sur comment les gens vivaient ce rapport à ce plateau-là. Donc on a développé une méthode que je vais résumer en trois grands points. On a d'abord enquêté. On a fait des enquêtes d'usage sur le terrain. On a une collègue ingénieure d'études qui a passé 4-5 mois sur le plateau, à y aller à peu près à n'importe quelle heure. La seule chose qu'on n'a pas osé lui faire faire, c'est y aller la nuit. Pourtant, il se passe beaucoup de choses la nuit sur ce plateau-là, mais on n'était pas très rassurés à la laisser toute seule aller voir ce qui se passe sur le plateau la nuit. Mais donc, elle a enquêté, elle a essayé de comprendre qui étaient les gens qui fréquentaient ce plateau, pourquoi, à quoi ils étaient attachés. Donc on a essayé vraiment de relier le lieu aux attachements des gens qui le pratiquent. Et on a finalement eu autour de ça une enquête assez formidable, et on a identifié ce qu'on a appelé un peu les figures géographiques du plateau, avec des dimensions bien sûr récréatives, des dimensions liées à la recherche d'un environnement entre guillemets préservé, naturel. Les gens sont très attachés aux moutons qui sont présents et qui pâturent sur le plateau. Et donc on a identifié ces figures-là pour en fait construire ce qu'on a appelé un peu le kaléidoscope géographique du plateau, pour que le projet soit nourri de la diversité de ce que représente ce plateau, et pas uniquement d'une couche qui empilerait la couche archéologique, la couche historique, et puis une couche des usages d'aménagement assez classiques sur un lieu comme ça. Potentiellement grand site de France en projet, donc avec derrière toute une logique de construction d'un aménagement normé, etc. Donc première étape, ces enquêtes. Deuxième étape, c'est de dire, bon, on peut pas... comment on va restituer ça? Est-ce qu'on le restitue en disant, voilà les usages Et on a préféré travailler sur ce qu'on a appelé un arpentage. Donc mettre les acteurs qui sont
qui ont une responsabilité dans la gestion de ce site-là, en situation de cheminer sur le plateau, avec le kaléidoscope d'objets, d'attributs, d'usages qu'on a identifiés, et puis d'essayer de les mettre en situation de partage pour voir qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas, est-ce que ça pouvait avoir une importance dans le projet ou pas. Et donc on a fait une journée au mois de septembre dernier, en partenariat avec le musée de la bataille de Gergovie, et on avait acteurs de l'État, départements, collectivités locales, associations archéologiques, il devait même y avoir quelques naturalistes. Et donc on a créé des cheminements pour essayer de comprendre quels étaient les éléments sur ce plateau qui finalement étaient invisibles, mais qu'il fallait peut-être visibiliser dans la stratégie de mise en tourisme. Et donc on a fait cet exercice-là sur une journée, une demi-journée de présentation et une demi-journée d'arpentage. Et notre idée, c'est que cette méthodologie d'arpentage soit une méthodologie qui soit reprise par les pouvoirs publics et par l'organisme, le GIP, le groupement d'intérêt public, qui va mettre en œuvre le projet sur le plateau, pour qu'on ait une capacité d'observation en temps réel de ce que produit l'aménagement sur la physionomie même du plateau de Gergovie. On s'est rendu compte, je me dis si je suis trop lent, mais on s'est rendu compte d'une chose en particulier, c'est que la mise en tourisme est pensée quasi exclusivement sur le périmètre de gestion de l'État, qui est le plateau en lui-même. Toutes les marges sont totalement invisibilisées. Aucune stratégie, des forêts, des pentes, des prairies, des choses qui se passent, et en fait tout ça n'est pas connecté. Donc ça, c'est déjà un élément qu'on a mis dans l'arpentage, en mettant les acteurs en situation de dire mais comment vous gérez finalement ce plateau qui, pour les gens qui le pratiquent, n'est pas uniquement la dalle de basalte de 70 hectares, c'est aussi toute la figure qui donne l'impression d'un bateau renversé. On la voit de partout depuis la métropole de Clermont. Donc c'est un emblème géographique, un emblème pour le territoire, mais on se rend compte qu'il n'y a aucune stratégie de gestion sur ces marges. Donc ça, c'était un élément dont l'arpentage a été le catalyseur, le révélateur. Le deuxième élément, c'est qu'on a travaillé, alors j'ai mis quelques images sur le diaporama, on a travaillé un peu sur cette dimension de l'évolution du plateau sur le temps long. Alors le temps long, c'est surtout parce qu'on voulait travailler à partir de photographies aériennes. Et donc on a repris les séries de photographies aériennes depuis 1940, et puis on a fait draper des blocs diagrammes tous les 10 ans. Et en fait, on se rend compte que sur la période récente, moderne, il n'a pas beaucoup évolué en termes d'occupation du sol. Les boisements sont densifiés, les haies sont épaissis, mais les marges se sont dégradées, les forêts se sont dégradées. C'est bien avant que ce plateau a eu de très très grandes transformations, été occupé par des populations. Et donc, on a montré aussi finalement qu'il y avait une forme de permanence dans la capacité à regarder ce plateau-là en prenant des cartes postales anciennes, des fonds photographiques qui avaient été pris par des géographes. Et en fait, on se rend compte, par exemple, qu'il y a une figure qui est extrêmement importante pour les Clermontois et qui existe dans les cartes postales depuis 1900-1920. C'est cette image d'Épinal du plateau avec ses troupeaux ovins, parce que quelque part, c'est un espace de campagne, c'est un espace agricole. Et aujourd'hui, le plateau, cet espace agricole, c'est un éleveur ovin sous contrat avec la Direction régionale des affaires culturelles, qui met 500 ou 600 bêtes sur le plateau, qui les parque absolument comme il veut. Il n'y a pas de gestion de la qualité, du surpâturage potentiel de ces animaux sur certains espaces, en particulier sur des espaces liés à la biodiversité. Donc, deuxième élément de l'arpentage, c'est aussi dire, mais finalement, on a un lieu qui est aussi conçu comme un espace, une grande ferme agricole pour les Clermontois, et il n'y a pas du tout de pensée liées à l'agriculture et à l'élevage. Et donc il y a un vrai sujet de dire finalement comment on peut construire une stratégie touristique qui pose aussi, je suis sensible à ce que vous avez dit Mme Régnier, la question de la transition agricole sur un espace qui pourrait être emblématique d'une manière de penser la relation de l'agriculture avec le tourisme. Et peut-être le troisième élément, moi, qui nous a vraiment interpellé dans le projet, et c'est monsieur le maire de La Roche qui était très très attentif à ça, c'est finalement on a un plateau qui est pensé
sans aucune interaction avec les communes qui l'environnent. Je prends un exemple, la question des mobilités. C'est un plateau où l'été, vous avez beaucoup de voitures. Il y a 150 000 personnes qui montent sur le plateau. Il y a une route d'accès, elle est relativement petite. Donc il y a un projet dans le cadre du grand site de dire toutes les voitures restent en bas, on a une navette autonome, on fait monter les gens par la navette autonome. Et les élus, notamment l'élu de La Roche, nous disent mais ça c'est pas possible parce que moi j'ai des gens qui ont besoin et envie de monter en voiture sur le plateau, ils ne prendront pas le navette autonome. Et donc il n'y a aucune interaction de l'aménagement du plateau avec les communes qui l'environnent sur la question de la mobilité. On aurait pu faire partir les navettes depuis les collectivités, depuis les communes. Non, elles partent juste en bas de la route qui monte le plateau. Donc il y a quand même un impensé en matière des stratégies d'aménagement. Et là, qui pour moi rejoint aussi Popsu, c'est-à-dire finalement, on a un lieu qui est ancré comme une espèce de zone tampon entre la ville et la ruralité. Et il n'y a pas encore le dialogue qui permet de construire une politique intelligente et cohérente entre les deux. Et donc, c'est ce qu'on espère quand même arriver à valoriser pour la fin du programme. Oui, merci. Et je pense que c'est des choses qui vont être discutées cet après-midi. Notamment, je regarde Christelle, je regarde Hélène. En fait, les impacts insoupçonnés peut-être ou invisibles des territoires voisins sur des territoires comme ça qui sont en fait très usagés et très utilisés. C'est au cœur d'un certain nombre de projets aussi d'aller repérer les effets insoupçonnés, invisibles par certains. Enfin, parce que si on pose la question de la visibilité, on pose la question du regard, de qui regarde, c'est invisible pour qui, etc. Finalement, les usagers du plateau, cette question-là ne se pose pas pour eux. Et en fait, est-ce que pour les usagers du plateau, il y a une question de que va devenir ce plateau vis-à-vis des projets d'aménagement, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont sous-jacentes ou pas du tout? Enfin, comment vous avez vu ça Aujourd'hui, dans les enquêtes qu'on a fait, il n'y a pas un usager qui est au courant de ce qui est en train de se passer sur le plateau. En fait, il voit qu'on a aménagé des parkings pour éviter que les voitures se garent un peu n'importe où. Donc ça, quelque part, ça participe d'une forme de rationalisation du flux. C'est pas très... Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mise en tourisme qui privilégie très fortement la dimension archéologique et l'histoire de la bataille. Donc il y a un musée de l'histoire de la bataille qui fait 150 000 entrées par an, qui fonctionne plutôt bien, qui ouvre aussi la découverte du plateau à d'autres dimensions, notamment environnementales, donc ça c'est intéressant. Mais il y a surtout un manque de... On est sur un espace où en fait la gestion se fait par millefeuille. Vous avez l'État qui dit faut surtout rien toucher. C'est une zone archéologique, donc on n'a pas le droit de bouger une pierre de muret sur le plateau de Gergovie. Or, vous avez vu, il y a des images où vous avez des cairns qui sont construits par des gens qui... Donc il y a une zone à cairns sur le plateau. Discuter avec l'archéologue, elle me dit moi ça me panique parce qu'en fait, ils vont chercher les pierres dans des endroits où on n'a pas fouillé. 3% du plateau a été fouillé aujourd'hui. 3%. Donc il y a à construire les conditions d'une collaboration entre politique de préservation, politique de mise en tourisme, et capacité à faire comprendre pour les habitants, pour les usagers, qu'on est sur un espace particulier où il faut trouver le juste milieu entre une forme de liberté, c'est un espace de liberté, et puis une forme où on ne peut pas tout bouger, on ne peut pas tout modifier, parce que quelque part, c'est une partie de la mémoire encore non explorée qui est présente là. Et pour nous, l'intérêt aussi du projet, c'est d'arriver à construire des synergies interdisciplinaires entre des archéologues qui travaillent dans leur coin, qui ont des difficultés finalement à communiquer avec les naturalistes ou avec l'agriculteur, parce qu'en fait, ils contribuent à protéger ce qui est dessous ces occupations-là. Et se pose vraiment la question de la mise en tourisme et de la répartition des flux sur le plateau, qui là, pour le coup, leur échappe totalement, parce que c'est géré par le département, c'est le département qui dit dans quel sens on va développer tel itinéraire, et donc il y a un vrai besoin encore de passer sur une étape
reconnexion et de dialogue de ces acteurs quoi, qui travaillent un peu en silo. Alors, on a le temps pour prendre des questions. Ce sera un peu un des leitmotifs de la journée. L'idée, c'est que vous puissiez aussi échanger avec les personnes qui sont en train de présenter des choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à Laurent sur ce projet ? Je me permets, à qui appartiennent les terrains, quelle est la propriété? Parce que ce que vous évoquez me fait penser beaucoup à la question des biens communs, et je me posais la question s'il n'y a pas un lien avec tout ça. Alors, là, aujourd'hui, le plateau et une bande de 2 à 3 mètres de rebord de versant, c'est la propriété de l'État. Mais sur le plateau, il y a une originalité. Ah oui, elle est bien celle-là. Donc tout ça, c'est ça, c'est la commune. Le mouvement, le monument Teilhard qui symbolise la bataille, c'est une parcelle communale. Vous avez une parcelle privée aussi qui héberge un restaurant, mais tout le reste, c'est l'État. Et toutes les marges, c'est communal. Et donc aujourd'hui, la prérogative de l'État, c'est de sanctuariser la parcelle qu'il a en gestion, qui correspond à la dalle basaltique, sur laquelle il y a à la fois l'héritage, le classement au titre de l'héritage de la bataille, et surtout du sous-sol archéologique qui est important. Donc, du point de vue de la gestion des propriétés et de la capacité à faire un projet, il y a un vrai sujet. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on est arrivé dans le projet probablement au pire moment pour nous, puisque on est arrivé au moment où le musée a mis en avant la volonté de faire un groupement d'intérêt public pour prendre la mise en tourisme de ce plateau-là. Et donc d'être l'acteur fort en synergie de la mise en tourisme du plateau, du point de vue archéologique et de l'histoire de la bataille, et qu'il y a une forme de structuration d'ambition que quand on va interroger les élus, officiellement, ils ne vous diront pas qu'ils ont des petites craintes par rapport à ce qui va se passer si, par exemple, il y a un grand site vis-à-vis de leur commune, comment ils y sont associés, comment ils participent. Là, il y a une vraie difficulté, quoi. Voilà. Mais c'est tout petit, mais c'est finalement assez complexe. Merci. Bonjour. Laura Léotoin, déléguée générale de l'Interparc Massif Central. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu les relations que vous avez eues dans ce projet avec le Parc des Volcans, si c'est le cas. Si oui, quelles ont été les relations? Parce que la démarche me semble assez proche de ce que peuvent faire les parcs sur des territoires avec ces notions d'arpentage et puis de transversalité des sujets abordés. Voilà. Est-ce que vous avez eu des relations Je crois qu'on les a invités, mais je crois qu'ils ne sont pas venus. Ils ont dû s'excuser, mais du coup, on n'a pas vraiment eu de relation avec eux. Je dois dire que l'association sur le projet, c'est l'UMR Territoire de Clermont et l'Agence d'urbanisme. Et avec le moment politique que je vous énonçais précédemment, la structuration d'un GIP par le musée de la bataille de Gergovie, qui est financé par la région. Il y avait un arrière-plan politique assez fort de la mise en tourisme, qui a fait qu'un certain nombre d'acteurs se sont demandé pourquoi l'agence d'urbanisme, par exemple, s'intéressait à ce sujet-là. Quelle était l'intention cachée, s'il y avait une intention cachée, en plus révéler les invisibles, est-ce qu'on avait une capacité à contester le projet, par exemple, de mise en tourisme qui était conçu. Alors, il a fallu qu'on s'explique très clairement sur où est-ce qu'on s'arrêtait et où est-ce qu'on n'allait pas pour qu'on puisse avoir autour de la table après la quasi-totalité des structures qui sont porteuses, quoi. Je voulais savoir quel était le statut du musée, c'est-à-dire qu'il est géré par qui et pourquoi il a pris la tête de ce GIP. Merci. Alors, c'est une structure indépendante, le musée, et il l'a pris au titre de sa capacité à structurer un projet économique, et donc il a réuni la métropole, le département, la région poussée, tu t'en doutes, et il a été signé. Voilà, il a été signé, mais en fait, le GIP, c'est pas que le plateau de Gergovie, c'est un ensemble de mise en tourisme du plateau de Gergovie, du plateau de Coran, d'autres sites archéologiques
des environs de Clermont, avec l'ambition d'un musée de l'histoire gauloise dans la plaine de Limagne, à côté du Zénith de Clermont, porté par le président de région. Et donc il y a vraiment une volonté très politique, avec même dans les projets les plus fous, la volonté d'avoir un téléphérique qui partirait du musée de la Plaine et qui monterait sur le plateau. Mais dans la première structuration du GIP, ils ont abandonné le téléphérique. Bonjour, Nicolas Sardin-Petit de la NCT. Je reviens sur la question précédente et peut-être vous demander de développer dans quel cadre vous êtes intervenu. Et derrière, c'est la question de la maîtrise d'ouvrage, parce qu'on voit que sur le tourisme, beaucoup d'acteurs sont compétents. Qui s'en emparent et comment on les fédère autour de ce projet-là, à partir d'une entrée dont je comprends qu'elle est partielle ou... Nous, on n'est surtout pas dans une capacité à proposer des recommandations sur la mise en tourisme du plateau. On s'arrête véritablement à la capacité à révéler le kaléidoscope et la diversité des éléments qu'il constitue. Et à charge, dans le dialogue avec les collectivités, de voir comment ça peut résonner, comment ça peut s'intégrer dans le projet. Donc très clairement, pour vous répondre, on a quand même été, on a été aujourd'hui où on en est, on a amené les acteurs qui sont dans le projet sur le terrain, on les a fait travailler avec nous et on a essayé de leur montrer qu'il fallait probablement avoir un scope de réflexion sur la mise en tourisme qui prenne attention d'un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas dans le projet, en particulier les marges. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a à la fois des impensés du point de vue de l'aménagement, qui sont des zones relativement insécures du point de vue de la fréquentation touristique et qui peuvent être aussi, avec effet rebond, des éléments extrêmement difficiles à gérer. Il y a des accidents, il y a une personne âgée qui est tombée dans un ravin, qui est décédée il y a 2 ans. Donc il y a vraiment quand même des enjeux de structuration et de cohérence à développer.